Quand un couple connaît des revers de fortune, il doit modifier son style de vie. Mais le plus difficile, c'est quand il faut envisager de vendre la propriété qui est dans la famille depuis plus de 100 ans. Alors on décide de transformer la maison pour s'en sortir. Michael Longwood, 53 ans, est cadre dans l'industrie automobile. Il a monté son affaire et il est revendeur exclusif pour l'une des marques anglaises les plus prestigieuses. Au tout début, tout marche à merveille. Et puis, la crise touche l'Occident de plein fouet. Michael voit baisser son chiffre d'affaires de manière inquiétante. « Ce n'est rien, mon chéri, une mauvaise passe. Les Anglais auront toujours envie d'acheter ce genre de voiture. » Elsa, son épouse, caresse les tempes grisonnantes de Michael, tandis qu'ils boivent un whisky devant le feu de cheminée. « Tu es gentille, ma chérie, mais il n'y a pas que la crise. Peut-être que je ne suis plus en accord avec le monde moderne. J'ai l'impression d'être dépassé. Mais non, tout va rentrer dans l'ordre. Trop tard. Déjà, je ne peux plus honorer les traites de l'emprunt. J'ai rendez-vous avec le directeur de la banque, mais j'ai bien peur que cela ne tourne pas à mon avantage. Eh bien, nous ferons autre chose, ne t'en fais pas. » « Quoi? Il va falloir vendre Grover Garden? Je n'ai plus les moyens d'entretenir une telle propriété à la campagne. » Effectivement, quelques jours plus tard, Michael ressort de son rendez-vous avec le banquier sans avoir obtenu de délai complémentaire. Son entreprise d'automobile de luxe passe entre d'autres mains. Adieu, Grover Garden. Elsa a une idée. Au lieu de vendre, nous allons nous installer à Grover Garden. La maison a une allure folle. Tu vends ton appartement de Windsor Square et tu réinvestis le tout. Il y a déjà 12 chambres et 6 salles de bain sans compter la nôtre. C'est l'idéal pour faire une auberge, pour une clientèle triée sur le volet. Michael réfléchit. Gentleman farmer à la rigueur, mais aubergiste pour un ancien de Cambridge. Il ne voyait pas l'avenir comme ça. En suivant les conseils d'Elsa, Michael transforme son cottage, aménage les cuisines, fait installer quelques toilettes supplémentaires, réinstalle les écuries, fait curer la piscine, on engage un couple, homme à tout faire et femme de chambre. Puis Michael et Elsa préviennent leurs amis et connaissances que désormais, la maison les accueillera tous les jours de la semaine, moyennant finance. Les premiers clients trouvent cela follement sympathique et dans le vent. Elsa s'occupe de toute la partie gastronomique, et comme elle a terminé ses études en France, la réputation de Covent Garden est très rapidement flatteuse. Londres n'est pas loin, et du vendredi après-midi au lundi soir, la maison est pleine. Une clientèle plutôt jeune, mondaine et sportive, qui aime les promenades à cheval, les parties de tennis, les longues soirées de bridge et le bon scotch. Elsa, ma chérie, ton pot-au-feu est absolument délicieux, je ne parle pas de la tarte à la rhubarbe, tout est parfait. Mais vous aussi, mes chéris, vous êtes des clients parfaits. Au moment de l'addition, les prix sont très convenables. Au bout de 6 mois, Michael et Elsa, tout en ayant renoncé à un certain luxe londonien, vivent confortablement au grand air, loin des fumées et du fog de la capitale. C'est un nouveau départ. Tu sais, Michael, le soir en pleine campagne, je me demande si nous ne devrions pas avoir des chiens de garde. On ne sait jamais si des rôdeurs venaient à passer. Tu as raison. Je vais téléphoner à Broderick. Il va me trouver ce qu'il faut. Et quelques jours plus tard, Michael revient avec à l'arrière de sa camionnette une cage qui contient 2 énormes Doberman. Elsa les considère avec une certaine appréhension. Ils ont l'air terribles. Tu ne vas pas laisser ces bêtes en liberté dans le jardin? Seulement la nuit, ma chérie. Tu n'auras absolument pas à t'en occuper. Effectivement, Michael installe les 2 bêtes dans un appentis solide qui servait autrefois à des chiens de chasse. Tous les jours, il les nourrit et passe des heures à les dresser. Personne d'autre que lui ne les approche. D'ailleurs, cela vaut mieux. Les clientes frissonnent délicieusement. Comment se nomment ces charmantes petites bêtes? Enfer et damnation. Et vous les lâchez dans le parc tous les soirs. Aucun danger. Ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Michael, c'est assez ennuyeux. Si quelqu'un arrive tard, ça peut être dangereux. Il suffit de sonner à la grille et on va ouvrir. Et si l'envie nous venait d'aller flirter au clair de lune? Vous êtes prié de déposer une demande préalable à la réception et de limiter vos ébats à la terrasse. Elsa, malgré toutes ces activités, s'ennuie plutôt pendant la semaine. Les jeunes gens sportifs de la City sont repartis pour leur travail. Il ne reste que 3 vieilles demoiselles qui passent leur temps à faire de la tapisserie et à jouer au croquet. Il est vrai qu'Elsa n'a que 31 ans, beaucoup moins que Michael. Elle apprécie les hommages masculins du week-end et son charme, plus que professionnel, fait pour beaucoup dans le succès de Grover Garden. Michael fait contre mauvaise fortune bon cœur. Elsa, je n'aime pas trop voir Eddie Barnett te tourner autour comme il l'a fait depuis vendredi. Mais ma parole, tu es jaloux? Elle rit en se forçant légèrement.
Qui est prévu pour le prochain week-end? Monsieur et Madame Lloyd Crompton, professeurs à l'Académie royale de peinture, des nouveaux. Ils se sont recommandés de Marjorie Villiers. Espérons que ce ne seront pas des rabat-joie comme elle. Le vendredi soir, Lloyd Crompton et son épouse, Mildred, arrivent à bord de leur luxueux cabriolet rouge sang. Tout de suite, Michael Longswood, Elsa et les Crompton sympathisent. Ils sont du même monde, décontractés, raisonnablement snobs, amoureux de la flanelle et du bon whisky, sans enfants. Ils ont le même sens de l'humour et ne sont pas bégueules. Dès le premier week-end, Lloyd, portraitiste et paysagiste réputé dans la société londonienne, s'avoue enchanté par la propriété. Parfois, je trouve ici des paysages, spécialement le matin, quand la brume est encore là, qui m'inspirent beaucoup. Mildred, sirotant un whisky, suggère « Darling, tu devrais aussi faire quelques bouquets de fleurs. Ceux d'Elsa sont superbes. Ils méritent vraiment de passer à la postérité. » Non seulement les bouquets d'Elsa, mais j'aimerais faire un portrait de notre charmante hôtesse. Une huile. Il m'arrive d'en réussir quelques-unes. Elsa proteste. « Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour poser. » Mildred précise. « Ne vous en faites pas, ma chère Lloyd. Attrape la ressemblance avec beaucoup de rapidité. Vous n'avez pas vu le portrait qu'il a fait l'an dernier de la duchesse de Kent ?» Lloyd demande soudain. « Je change de sujet. Qu'est-ce que c'est que ces deux bêtes énormes qui sont enfermées au fond du parc ?» C'est Enfer et Damnation, ce sont deux petits chéris de Michael. N'allez pas traîner autour de leur cage, ça les rend nerveux. Ce sont eux qui assurent notre sécurité. Lloyd et Mildred sont tellement enchantés de leur séjour en fin de semaine qu'ils décident de réserver leur chambre pour 3 semaines au mois d'août. Elsa note leur réservation. Vous faites bien de vous y prendre dès à présent, car je crois bien que la maison va être pleine tout l'été, et ça m'affole vraiment. Voilà déjà 6 mois que je n'ai pas remis les pieds à Londres. Quand on me parle des derniers spectacles ou des expositions, je n'ai rien vu depuis une éternité. Lloyd, sans lever les yeux de son chevalet, lance « Ma chère Elsa, dès que vous aurez du temps cet automne, venez avec Michael passer quelques jours chez nous, à Londres. » Michael, tout en fumant la pipe, les regarde tous les deux d'un air pensif. Le soir, quand tout le monde dort, il aborde la question de manière directe. « Elsa, tu n'as pas l'impression que Lloyd te drague plus que de raison? »« Encore? Mais tu veux rire? Je ne me suis aperçu de rien. »« Bon, après tout, je suis peut-être un vieux jaloux. » Mais Michael a raison de se méfier. Avant même qu'Elsa s'en rende compte, Lloyd se rend indispensable. Parfois, il lâche ses pinceaux pour l'aider à faire les courses, à remonter le vin de la cave et d'autres menus travaux. « Elsa, quand allons-nous commencer votre portrait? Je sens que je suis inspiré en ce moment. » Le soir même, alors que les tables de bridge sont organisées, Lloyd dispose son chevalet dans le salon et commence à faire quelques études de la blonde Elsa. « Vous auriez dû me prévenir. Je suis coiffé à faire peur. »« Mais non, vous êtes naturel, c'est beaucoup mieux. Je n'aime pas les portraits trop posés. En plus, ce n'est pas du tout votre style. » Dès qu'un joueur de bridge fait le mort, il se précipite pour jeter un coup d'œil sur le chevalet. Lloyd proteste. « Non, pas maintenant, c'est trop tôt, ça me perturbe. » Michael intervient. « Si vous voulez, Lloyd, vous pouvez disposer de la chambre verte. Elle n'est pas encore utilisée et la lumière vient du nord. C'est la meilleure, je crois, pour un peintre. » Michael se mord les lèvres. Pourquoi vient-il de faire cette proposition? Maintenant, Lloyd et Elsa vont être seuls. Peut-être Michael cherche-t-il à provoquer quelque chose? Effectivement, chaque jour, le peintre et son modèle s'isolent. Personne ne peut voir les progrès de l'œuvre, et Mildred, l'épouse de Lloyd, son verre à la main, commente. C'est bizarre, je n'ai jamais vu Lloyd s'attarder autant sur un portrait. En général, il fait souvent ça d'un seul jet. Elsa doit lui donner du fil à retordre. Elsa ne pose aucun problème à Lloyd, mais celui-ci s'attarde tout heureux d'être seul avec cette jolie blonde plus fraîche que Mildred et moins portée sur la boisson. Au bout de 15 jours, Michael n'en peut plus et annonce à Elsa « Chérie, je vais être obligé d'aller à Manchester pour 3 jours. » 3 jours? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment vais-je me débrouiller toute seule? Mais ça ira très bien. Lloyd te donnera un coup de main, il est au petit soin pour toi. Je serai de retour dimanche soir. Quand il apprend la bonne nouvelle, Lloyd se décide à poser à Elsa la question de confiance. Chérie, c'est une occasion qui ne se renouvellera pas de sitôt. Ce soir, nous serons seuls aussi longtemps que nous le voudrons. Elsa ne répond pas. Elle aussi a envie de ce moment-là, ce moment de solitude à deux. Et Mildred? Elle s'endort comme une masse après son 3e whisky. Michael part, tout le monde lui souhaite bon voyage, mais au lieu de diriger sa voiture vers la gare du village, il revient à la nuit tombée et dissimule son véhicule près de l'enclos d'Enfer et Damnation. Ceux-ci, exceptionnellement, n'ont pas été lâchés dans le parc. Michael s'approche du cottage.
Déjà, toutes les lumières sont éteintes, sauf celle de la chambre verte, celle qui est transformée en atelier pour Lloyd. Doucement, Michael monte l'escalier extérieur qui mène à la galerie du premier étage. Il jette un œil à travers la fenêtre et, malgré les rideaux de voilage, voit ce qu'il craignait. Pas de doute possible. « Chérie, il faut prendre une décision. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. Il est temps de songer à refaire notre vie ensemble. » Les paroles de Lloyd Crampton sont on ne peut plus explicites. Michael serre les poings en voyant que pour l'instant, il n'est plus tellement question de peinture. D'ailleurs, sur le chevalet, les portraits superbes semblent terminés depuis longtemps. Elsa est à moitié dévêtue et ne se défend même pas quand Lloyd lui caresse la poitrine et les épaules. Michael, sur la galerie extérieure, murmure pour lui-même « Cocu, je suis cocu, ils vont me le payer !» Silencieusement, il pénètre à l'intérieur de la maison, avance dans le couloir à la moquette fleurie, colle son œil à la serrure de la chambre verte. À présent, Lloyd est allongé aux côtés d'Elsa sur le grand canapé de chintz fleuri. Ses mains fouillent dans les dessous d'Elsa qui soupire de plus en plus rapidement. C'est le moment que choisit Michael pour ouvrir brusquement la porte. Lloyd est médusé. Elsa essaye de remettre de l'ordre dans sa tenue. « Ah, vous vous payez du bon temps pendant que je suis en voyage. »« Mais Michael, tu ne devais rentrer que dimanche. »« Mais je suis là. »« Et à présent, vous allez me le payer. » Lloyd s'est mis debout. Avec son pantalon qui lui tombe sur les chevilles, il n'a rien du héros romantique. Un pauvre personnage de vaudeville du genre que les Londoniens adorent. Michael annonce « Eh bien, nous allons nous battre. » Michael se met en garde, comme il l'a appris à Cambridge. « Nous battre? Mais je ne connais rien à la boxe. » Lloyd a l'air piteux. « Je ne peux pas me battre, c'est trop dangereux pour mes mains. » Eh bien alors je vais me venger. Michael sort de la chambre, il redescend silencieusement l'escalier qui mène de la galerie au jardin et va ouvrir la cage d'enfer et damnation. Les deux monstres remuent la queue et le suivent sans un aboiement. Quand il rentre à nouveau dans la chambre verte, Elsa et Lloyd ne voient pas tout d'abord les deux Doberman noirs. « Attaque !» D'un seul geste, Michael désigne leur proie aux deux chiens, Elsa. Enfer et damnation d'un seul élan, s'élance vers la malheureuse qui hurle de terreur. Lloyd, affolé, s'enfuit vers le couloir sans demander son reste. À présent, Elsa, qui continue à hurler, essaye de protéger son visage. « Stop! Stop !» Les deux Doberman se bloquent dans leur élan, la gueule ouverte. Quelques gouttes de leur bave coulent sur le cou fragile d'Elsa. Elle ne dit plus rien. On dirait une biche qui attend la mort. « Au pied !» D'un seul mot, Michael vient de rappeler les deux grands chiens noirs qui reviennent près de leur maître. Leur maître qui s'avance vers Elsa. « Et où est donc passé ton chevalier servant? On dirait qu'il t'aurait laissé dévorer toute crue. Tu mérites mieux. » Elsa est blanche comme une morte. Depuis cette soirée dramatique, le portrait d'Elsa trône au-dessus de la cheminée de Grover Garden. Mais il y manque la signature. Lloyd et sa femme ne sont jamais revenus. Georgette est la femme d'un adjudant. Il y a 15 ans, pour le bal du 14 juillet, elle s'est abandonnée entre ses bras nerveux, et au rythme d'une valse musette, elle l'a laissé lui murmurer quelques fadaises, des propos sans originalité, qu'elle avait déjà lus dans des romans à dessous, et c'est ainsi qu'elle l'a épousé. Mais, avec le temps qui passe, les sentiments s'émoussent. Arrive alors, au moment où l'on s'y attend le moins, l'instant crucial. Le soleil entre gaiement dans la chambre à coucher. Au mur, juste en face du lit, un cadre en miroir biseauté entoure une photographie. On y voit Georgette et son adjudant de mari, le beau Fernand. Elle est en robe de mariée avec le voile, la couronne de fleurs blanches, le bouquet tout aussi virginal et un sourire un peu idiot. À côté d'elle, Fernand en uniforme d'artilleur, avec épaulettes fourragères, médaille et une petite moustache conquérante de garçon coiffeur. Avoue qu'il n'était pas mal à l'époque. Dans le lit conjugal, Georgette, avec pour tout vêtement une légère combinaison de rayonne plus que transparente, l'une des bretelles a glissé sur son épaule et l'un de ses seins est prêt à se montrer au grand jour. À côté de Georgette, dans une tenue encore plus sommaire, un joli blond à moustache. De toute évidence, ce n'est pas le Fernand du cadre. De toute manière, la photo doit dater d'au moins une 15aine d'années. On voit que Georgette a perdu sa fraîcheur en même temps que le bouquet et la couronne de fleurs d'oranger, mais elle a encore de beaux restes.
C'était en quelle année votre mariage? En 59, j'avais 20 ans. J'étais mignonne, tu ne trouves pas? Ouais. Mais je suis certain que tu te débrouillais moins bien que maintenant. Dame, Fernand m'a appris pas mal de choses. Ah, c'est pas pour rien qu'il a fait l'Indochine. Tu te rends compte? En 1959, j'avais 6 ans, hein? Tu aurais pu tenir ma traîne. Et voilà maintenant que je m'occupe d'autre chose. Georgette soupire, pauvre Fernand, s'il savait. Ah, j'aurais intérêt à compter mes abattis. Tu sais qu'il est jaloux comme un tigre. Ah, tu m'étonnes, un Corse. D'ailleurs, ma sœur me dit que ça se voit sur sa figure. Ah bon? Et comment ça? Il a les sourcils qui se rejoignent entre les deux yeux. Il paraît que c'est un signe absolu. Eh ben, tu ferais bien de te méfier, hein? De toute manière, si un jour tu m'embêtes, hein, eh ben, je n'aurai qu'à dire à Fernand que tu me tournes autour et il t'aura vite réglé ton compte. Ensuite, on le mettra en tôle et je serai débarrassé de vous deux d'un seul coup. Dis donc, à propos, quelle heure est-il? 11 heures. Oh, t'as le temps, hein. Fernand, il ne rentre jamais avant 1h moins le quart, hein. Pile. C'est réglé comme du papier à musique. Je sais pas comment il fait. On dirait qu'il a un chronomètre dans la tête. À ce point de la conversation, Maurice, le blond à moustache, décide de profiter encore un peu de la matinée de Georgette et de ses réserves personnelles. Ah, encore ton chat qui se ramène. Ben oui, il est content de me voir heureuse, c'est normal. Ben t'en fais pas. S'il grimpe sur le lit quand tu es avec moi, hein, c'est qu'il t'aime bien. Oui, ben moi, j'aime pas ton greffier, hein. Il a l'air chafouin, ça me dit rien qui vaille. Et je préfère les chiens. Poussé, le chat voudrait bien monter sur le lit. Georgette répondrait bien, mais déjà Maurice lui ferme les lèvres dans un baiser passionné. Mon adjudant vous demande au téléphone. L'adjudant Fernand Mattei, qui déambule dans la cour du quartier Berthézen, lève les yeux vers le soldat qui l'interpelle depuis la fenêtre du bureau au premier étage. « C'est qui? Fais patienter, j'arrive !» En définitive, l'adjudant Mattei apprend par son correspondant téléphonique que le préfet vient visiter la caserne à 13h pile en compagnie d'un attaché militaire saoudien. « Il faudrait que vous puissiez aligner une compagnie en uniforme pour une petite parade. À vos ordres, mon commandant. Je m'en occupe, tout sera prêt. » Et l'adjudant Mattei transmet les ordres à ceux que cela concerne. Bon, tout est en ordre. Ah, mais non d'une pipe, je ne peux pas présenter la compagnie en tenue de combat. Faut que je me change. Bon, ben, j'ai le temps de faire un saut à la maison et de revenir. Et l'adjudant Mattei rentre chez lui sans prendre le temps de prévenir son épouse. Georgette est une parfaite maîtresse de maison. Fernand est certain de trouver son uniforme impeccablement repassé, ses gants dans le tiroir qui convient, une chemise bien fraîche et une cravate assortie. Quant aux chaussures, n'en parlons pas, Georgette est une perle. C'est un peu normal, hein. Depuis 15 ans qu'ils sont mariés, Fernand a formé son épouse. Il lui a appris beaucoup de choses dans tout un tas de domaines. Elle est la première à l'admettre. « C'est toi, chérie ?» Fernand Mattei referme derrière lui la porte de l'appartement. Il n'habite pas à la caserne, mais dans un immeuble coquet à 2 kilomètres de là. Le matin, une voiture passe le prendre avec quelques autres collègues qui sont disséminés avec leur famille dans l'agglomération. Dans leur immeuble, les Mattei sont les seuls militaires. Ils ne fréquentent pas leurs voisins. Même pas le voisin de palier, un petit blondinet à moustache qui est représentant bonjour, bonsoir, et puis voilà tout. « C'est toi, chérie ?» Fernand répond un peu agacé. « Et qui cela pourrait-il être, hein? Tu entends la clé tourner dans la serrure et tu me demandes « c'est toi, chérie ?» C'est un comble. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui possède la clé de l'appartement et qui entre ici sans sonner? Mais que tu es bête, bien sûr que je sais que c'est toi, mais c'est un réflexe. J'avoue qu'en y réfléchissant bien, c'est une phrase idiote, je suis d'accord. Dis donc, t'es encore au lit à midi moins le quart? Mais enfin, et le déjeuner? Ben, j'ai fait une tourte. Elle est encore dans le four. Elle sera toute tiède, avec une petite salade d'endives. Tout est prêt. Et puis, après ton départ, j'ai eu un petit coup de pompe et je me suis dit, Georgette, ma fille, remets-toi au lit. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ouais. Eh bien, c'est pas tout ça. Ta tourte, tu vas te la manger toute seule parce que je serai pas là à 1h. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le préfet qui rapplique avec un berluron du Moyen-Orient. Il me demande de présenter une compagnie en uniforme de parade pour impressionner le bonhomme. Sans doute qu'il va acheter de l'armement, ou moins, je sais pas, il va peut-être nous envoyer des stagiaires. À quelle heure elle est à revue? Ben, faut qu'il soit dans 1 heure. Tu sais quoi? Quand je te vois dans ton battle dress avec ton revolver, ça me donne des envies. Georgette, en disant cela, ne fait pas mine de se lever. Au contraire, elle se pelotonne dans les draps avec une drôle de lueur dans les yeux. C'est vrai qu'elle est encore belle femme. Et Fernand, malgré 15 ans de mariage, se sent encore des envies soudaines. Bon, alors en vitesse, hein, parce qu'après, il faut que je me sape, hein, décoration, fourragère et tout le tremblement. Hein. Fais-Loup, passe me chercher en voiture à 12h30 exactement. Mais on a tout le temps, mon chéri. Tu pourras même prendre une douche avant de t'habiller. Tu sais bien que tout est prêt, comme d'habitude. Fernand est pris d'un rire silencieux. Il dégrave son ceinturon, pose son revolver sur le guéridon au pied du lit, puis il fait glisser rapidement la fermeture à glissière de sa tenue de combat. « Tiens, j'ai pas vu pousser. Où est-il encore fourré? Oh, tu sais, il sort par la fenêtre de la cuisine, et après il va vadrouiller. Il y a une jolie petite chatte blanche, et je crois qu'il se donne des rendez-vous dans la gouttière.
Un de ces jours, il va se casser la figure, à jouer les acrobates. Fernand est nu. Il se glisse dans les draps auprès de son épouse qui lui ouvre ses bras avec un sourire prometteur. La suite ne nous concerne pas. L'adjudant, pourtant, ne sera pas là pour diriger la manœuvre au moment où, à 13h pile, monsieur le préfet se présente dans la cour du quartier Berthezen en compagnie de l'attaché militaire saoudien. Au dernier moment, un coup de téléphone de Fernand lui-même a prévenu le commandant qu'un incident fâcheux le retenait chez lui et qu'il attendait l'arrivée de la police. L'adjudant Fernand Mattei ne reparaîtra pas avant quelque temps au quartier militaire. Il doit répondre d'une accusation de meurtre qu'il ne cherche d'ailleurs aucunement à nier. Pour l'instant, en attendant de comparaître devant le juge d'instruction, Fernand revit cette fin de matinée tragique. Il voudrait pouvoir remonter le temps, pouvoir faire que ce qui est arrivé n'ait jamais été. Mais c'est impossible. Mon chéri, Georgette pour l'instant soupire entre les bras de Fernand. Ils sont tous les deux en sueur avec une sorte de vertige. Fernand maintenant se lève pour aller prendre une cigarette. Le paquet est dans la poche de son battle dress. Le battle dress est posé sur le pied du lit. Pas jeté n'importe comment, posé bien proprement, juste à côté du revolver qui est sur le guéridon. Et si tu allais prendre ta douche maintenant, pendant ce temps-là, je sortirais ton uniforme, ta chemise, tes chaussettes propres, ta cravate et tout ce qu'il faut. Doucement. Laisse-moi quand même fumer une petite gitane, y a pas le feu. Georgette insiste. Mais non, pas de cigarette, saute dans la douche. Comme ça, j'aurai le temps de te frictionner le dos avec ta nouvelle eau de Cologne. Tu verras, ça va te détendre, tu seras en pleine forme pour tout à l'heure. Miaou, miaou. Un miaulement plaintif se fait entendre. Tiens, on dirait Poussé. Où est-il fourré, celui-là? Fernand appelle le chat. Poussé, Poussé. Où es-tu, sacré lascar? Miaou. Le chat, entendant son nom, redouble de miaulements plaintifs. Georgette saute du lit, elle est soudain toute rouge. Ne t'occupe pas de Pousser, j'ai l'impression qu'il a dû se mettre dans la penderie du couloir. Non, ça a l'air de venir d'ici, on dirait qu'il s'est enfermé dans l'armoire. Il faut absolument l'empêcher de faire ça. Après, il saute sur les étagères et il fout le bazar dans mes chemises. Tout en parlant, Fernand ouvre la porte centrale de la grande armoire à glace, qui est le principal meuble de la chambre à coucher. C'est une solide construction de style 1930, rachetée aux précédents occupants de l'appartement. Dès que la porte est ouverte, Poussé, le chat de la maison, sort de l'armoire et se précipite pour se frotter le long des jambes nues de Fernand. Mais regarde-moi ça, hein? En voilà une idée d'aller t'enfermer là-dedans, hein? J'espère que t'as pas mis tout en dessous. Fernand, tout en parlant au chat, tend la main vers les vêtements accrochés dans la partie centrale de l'armoire. C'est la penderie. 2 uniformes kaki, 2 complets civils. Machinalement, il écarte les vêtements. C'est à ce moment-là qu'il hésite à croire ce qu'il voit. Là, dans l'armoire, Fernand vient de distinguer une paire de jambes, des jambes nues, couvertes de poils blonds. « Sortez de là !» De l'armoire, un jeune homme blond s'extrait, nu comme un verre, en écartant les vêtements de Fernand. « Ah, mais je vous connais, mon saligo !» Fernand, qui est cramoisi de rage, vient d'identifier le personnage qui apparaît entre son uniforme et son complet de flanelle à rayures. « Alors c'est comme ça que vous faites de la représentation dans le lit de ma femme !»« Écoute, je vais t'expliquer, » lance Georgette sans conviction. « Il n'y a rien à expliquer. Tout est parfaitement clair. J'ai épousé une... » Fernand n'a pas besoin d'en dire plus. Malheureusement pour Maurice le galant blondinet, c'est à ce moment que l'adjudant trompé voit sur le guéridon son revolver de service qui, si l'on peut dire, lui tend les bras. Non, Fernand ne fait pas ça. Georgette, qui a réussi à enfiler sa robe de chambre en soie ornée de dragons orientaux, essaie d'attraper la main de Fernand. Mais celui-ci, dans un geste professionnel, vient de faire jouer le mécanisme de l'arme. La balle est engagée. Il tire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Maurice, projeté par le premier impact le long du mur fleuri de la chambre à coucher, prend une expression étonnée, puis il glisse le long du mur et reste assis la bouche ouverte, coincé entre le lit capitonné de satin et la table de nuit. Le long du mur, une vilaine traînée sanglante. Georgette court vers le couloir, vers la porte de l'appartement. « Au secours! Il vient de le tuer! Au secours! Il vient de le tuer !» Fernand vise le peignoir de soie au dragon multicolore, mais l'arme s'enraye. Clic! Georgette est déjà sur le palier, elle tambourine sur la porte d'en face. « Au secours, il va me tuer !» Soudain, elle réalise qu'elle est en train de tambouriner sur la porte de Maurice, son amant, celui qui est dans la chambre, ses yeux morts, grands ouverts. On la retrouve dans la rue, pieds nus, à moitié folle. Là-haut, quand la police, appelée par Fernand lui-même, arrive sur les lieux, elle constate que Maurice est bien mort. Fernand, drapé dans un drap de bain, est assis dans la salle à manger, il boit un whisky bien tassé, sans glace. « Tenez.
Prenez ce foutu revolver. S'il fonctionnait correctement, vous auriez trouvé 2 cadavres de plus. Georgette a eu de la chance. Et moi, j'ai essayé de me flinguer, mais ce bazar ne veut rien savoir. Si les Saoudiens veulent en acheter, faudra leur dire que c'est de la camelote. Poussait miaule en se frottant sur ses jambes. Il a faim. Finalement, Georgette va être débarrassée de son mari. Il y a un attroupement ce matin du 18 avril 1989 devant le 8 de la Beethovenstrasse, une petite rue d'un quartier populaire de Francfort. Une dizaine de personnes stationnent devant la cordonnerie Wiener, qui, bien qu'il soit midi, reste inexplicablement fermée. La police, prévenue par les voisins, va procéder à l'ouverture du magasin. Comme le veut la loi, le commissaire Gregor Hermann, accompagné d'un serrurier, est chargé de l'effraction légale. Le passe-partout de l'homme de l'art a vite raison de la serrure. Le rideau de fer se soulève. Chacun a plus ou moins conscience qu'il va se passer quelque chose, mais évidemment, personne n'imagine ce qui va suivre. Le commissaire Gregor Hermann, suivi d'un agent, entre rapidement. Rien dans le magasin lui-même qui respire la poussière et semble appartenir à un autre âge. Le commissaire Hermann pousse la porte de l'arrière-boutique et reste sur le seuil ahuri. Il y a de quoi. À la lueur d'une douzaine de cierges qui achèvent de se consumer, apparaît une sorte de chapelle. Sur un autel, devant une fresque naïve et multicolore représentant une nativité, sont alignées plusieurs statues en plâtre de la Madone et les saints du paradis. Il règne dans la pièce sans fenêtre une tenace odeur d'encens. Le commissaire Gregor Hermann sort de sa stupeur et se précipite vers une forme qui gémit doucement, ficelée et bâillonnée sur une chaise. C'est un petit homme chauve, d'une 60aine d'années, au physique malingre. En commençant à le détacher, le commissaire se rend compte qu'il porte au milieu du front une croix marquée au fer rouge. Le cordonnier fait la grimace et se passe la main sur le front. La peau boursouflée et rouge indique suffisamment à quel point la marque qu'on lui a infligée doit le faire souffrir. Ce sont eux les athées, l'antéchrist. Ils me persécutent parce qu'ils savent que je suis le Messie. Ils m'ont dit en partant qu'ils reviendraient. Ils reviendront? Pourquoi faire? Pour me crucifier, monsieur. Ils veulent me crucifier. Le commissaire Gregor Hermann essaie de garder ses esprits devant cette situation et ses propos ahurissants. C'est une mauvaise brûlure, monsieur Wiener. Je vais vous conduire à l'hôpital. Mais avant, voulez-vous répondre à quelques questions? Combien étaient vos agresseurs? 2. Vous avez vu leur visage? Non, ils étaient masqués. Parlez-moi de cette chapelle. Qui faites-vous? Le petit homme chauve grimace toujours sous l'effet de la douleur. Nous nous réunissons les vendredis, moi et mes disciples. Ils sont nombreux, vos disciples? 12. Pas un de plus, pas un de moins. 12. Comme les 12 apôtres. Le commissaire Gregor Hermann change soudain de ton. Vous allez me suivre à l'hôpital, monsieur Wiener. Il n'est pas interdit de se prendre pour le Messie, mais je vous recommande de ne plus troubler l'ordre public. Kurt Wiener a une expression scandalisée. Comment? Mais c'est moi la victime. Vos liens n'étaient pas serrés, monsieur Wiener. C'est vous-même qui avez monté cette mise en scène. C'est vous qui vous êtes marqué au fer rouge. S'il y a une prochaine fois, c'est dans un autre hôpital que je vous conduirai, un hôpital psychiatrique. Le cordonnier lève les yeux au ciel. Vous avez tort de ne pas me croire. Ils reviendront, je vous le dis. Ils reviendront pour me crucifier. 20 avril 1989. 48 heures ont passé depuis la bizarre affaire du cordonnier de la Beethovenstrasse. Après avoir fait conduire la prétendue victime à l'hôpital, où elle a reçu des soins légers, le commissaire Gregor Hermann a classé l'incident dans sa mémoire. Aussi accueille-t-il avec mauvaise humeur l'arrivée d'un de ses agents. « Monsieur le commissaire, le cordonnier de la Beethovenstrasse. »« Ah non, non, ça va pas recommencer, hein !» L'agent a malgré lui un ton d'effroi. « Il est mort, monsieur le commissaire !» Il a été crucifié. Le spectacle que découvre un quart d'heure plus tard le commissaire dans l'arrière-boutique de la cordonnerie est véritablement effroyable. Kurt Wiener a les 2 mains clouées sur une croix faite de 2 poutres assemblées et posées devant l'autel.
Son crâne chauve est couronné d'épines. Une baïonnette a été enfoncée dans son flanc droit. Il est mort depuis plusieurs heures déjà, sans doute pendant la nuit. Gregor Herman se détourne de cette vision insoutenable. Il prononce à mi-voix. Cette fois, il n'a pas pu le faire tout seul. 21 avril 1989. 24 heures ont de nouveau passé. Les hommes du commissaire ont fait vite. Les disciples du cordonnier de la Beethovenstrasse sont réunis dans son bureau. Ce sont des habitants du quartier, des gens simples. Une boulangère, un employé de bureau, un retraité, une femme de ménage. Aucun d'eux n'a l'air surpris de ce qui s'est passé. Wiener leur avait annoncé à plusieurs reprises qu'un jour proche, il subirait le martyre du Christ pour racheter les péchés de l'humanité. Quant à la prédiction de leur Messie, elle ressemblait à toutes celles du même genre. La fin du monde est proche, il faut préparer le salut de son âme par le sacrifice et la prière. Le rapport d'autopsie qui vient de parvenir au commissaire Herman indique que Wiener avait absorbé une forte dose de somnifère. Il était donc inconscient lorsqu'il a été crucifié. C'est le coup de baïonnette qui a été fatal. Le commissaire ne pense pas vraiment à un crime. C'est sans doute sur son ordre que Wiener a été tué. L'un de ses adeptes a eu l'affreux courage, ou plutôt l'inconscience, de lui obéir. Mais lequel? Aucun de ceux qui sont là ne veut avouer. Et le commissaire est tout prêt à les croire, car malgré les efforts de ses policiers, ils ne sont pas au complet. Les apôtres du cordonnier ne sont que 10. Il en manque donc 2. Le commissaire Herman interroge à la cantonade. Qui sont les 2 autres? Une femme corpulente prend la parole. Le frère Léonard, un homme remarquable, que nous admirons tous. C'était le préféré du maître. Et le frère Wolfgang, un jeune homme très bien, qui était là depuis 2 mois. Le commissaire tape du poing sur son bureau. Léonard comment? Wolfgang comment? Nous nous appelons par nos prénoms, jamais par nos noms. Le commissaire Herman a beau faire, il ne peut en apprendre davantage. C'est donc avec 2 prénoms et 2 vagues signalements qu'il doit poursuivre son enquête, car il n'y a pas de doute, l'un des 2 est l'assassin du cordonnier illuminé, à moins qu'ils ne soient coupables tous les 2. C'est au milieu de l'après-midi qu'un policier entre dans le bureau du commissaire. Il y a là un certain Wolfgang Schneider, monsieur le commissaire. Il veut vous voir à propos du meurtre du cordonnier. Il dit que c'est important. Comment que c'est important? Le commissaire fait introduire le visiteur sans attendre. Wolfgang Schneider est un homme d'une 30aine d'années, habillé de manière sportive, mais il semble sous l'effet d'une vive émotion. Je suis venu vous voir quand j'ai lu les journaux, monsieur le commissaire. Je connais le meurtrier du malheureux Wiener. Il s'agit d'un de ses disciples, Leonard Carstens. Le commissaire contemple son visiteur. Bien entendu, il accuse l'autre, mais il est tout aussi suspect lui-même. Et où peut-on trouver ce Leonard Carstens? Je doute que vous mettiez la main sur lui. Il doit être en fuite, et il est probablement loin à l'heure qu'il est. Mais vous-même, vous avez pris la fuite, monsieur Schneider? Wolfgang Schneider pousse un soupir. C'est une longue histoire. Et ce n'est certainement pas celle que vous attendez. Je dois vous dire que je ne suis pas mystique. J'avais une autre raison d'entrer dans la secte de Wiener. Le début est effectivement inattendu. Quelle raison? Professionnelle. Je suis journaliste, et j'écris un livre sur les sectes. Depuis 1 an, j'essaie de m'introduire dans toutes celles dont j'entends parler. Pour Wiener, j'ai eu de la chance. L'un de ses apôtres venait de quitter la ville, et il m'a pris aussitôt. Il avait besoin d'un 12e, si j'ose dire. Le commissaire sourit. Il est devenu moins réservé vis-à-vis de son interlocuteur. Vous comprenez, monsieur le commissaire, pendant les réunions, moi je n'étais pas comme les autres, j'étais là pour observer. Et je me suis vite rendu compte que ce Léonard, lui non plus, n'était pas comme les autres. Il avait de toute évidence, comme moi, une raison particulière d'être ici. Alors j'ai décidé de faire mon enquête. Des formations professionnelles. Le commissaire Herman suit avec la plus grande attention les propos du journaliste. La semaine suivante, je suis venu avec les autres et j'ai guetté devant la boutique. Léonard est arrivé le premier avec un paquet sous le bras. J'ai été regardé à travers un trou dans le volet. Il remettait une paire de chaussures à Wiener. Cela pouvait sembler banal, mais j'ai tout de même repris la surveillance de la boutique le lendemain. Eh bien, monsieur le commissaire, 1 heure après l'ouverture,
un homme est venu reprendre les chaussures, et ce n'était pas Léonard. C'était quelqu'un d'autre. Alors je me suis renseigné et j'ai découvert l'identité de Léonard Carstens. Il est employé dans un consulat d'un pays de l'Est. Le commissaire Hermann fait un bond. Affaire d'espionnage. Mais il fallait nous prévenir immédiatement. J'aurais certainement dû. Mais que voulez-vous, je voulais avoir un bon article, une exclusivité. Et la suite, vous la devinez. Oui, le commissaire Hermann devine maintenant toute l'histoire. Léonard Carstens, espion pour le compte d'une puissance étrangère, entend parler du cordonnier et de sa secte. Il se dit qu'il peut s'agir d'une boîte aux lettres idéale. Il gagne la confiance de Kurt Wiener et lui demande, comme un petit service, de remettre de temps en temps une paire de chaussures à une certaine personne. Bien entendu, les chaussures sont truquées et contiennent un microfilm dissimulé dans le talon, par exemple, ou quelque chose du même genre. Tout va bien, jusqu'au jour où Wiener, franchissant un degré de plus dans sa folie, simule cette agression et se marque lui-même au fer rouge. En faisant cela, il signe son arrêt de mort, car la police intervient, et c'est beaucoup trop dangereux pour des espions organisés. Léonard Carstens, disciple préféré du maître, se rend donc à la boutique et convainc le cordonnier de s'immoler, comme il l'a annoncé lui-même à plusieurs reprises, par la crucifixion. Telle était sans doute la vérité, mais il faudra en rester à des suppositions, car il n'y a pas eu de suite judiciaire à cette étrange affaire. Léonard Carstens, sujet allemand, mais engagé comme domestique dans un consulat de Francfort, a disparu le jour de la mort de Wiener. Il a pris l'avion pour le pays de l'Est qu'il employait. Quelques mois plus tard, c'était la chute du mur de Berlin, avec tous les bouleversements que cela allait entraîner. L'histoire du cordonnier de Francfort a donc été l'une des dernières affaires d'espionnage de l'affrontement Est-Ouest, et certainement l'une des plus extraordinaires. Au début, ce n'est pas la belle Loulou. Ce n'est qu'une gamine, fille d'un forgeron, qui court pieds nus dans la campagne, aux alentours de Montauban. Mais Marguerite Loudéac est une gamine éveillée, et à l'occasion du catéchisme, elle attire l'attention du curé, qui, devant son intelligence, lui apprend à lire et à écrire. Quand elle arrive sur ses 14 ans, elle prend un peu de poitrine, et sa démarche devient intéressante. Elle est placée comme fille de ferme chez les Hautefort, des fermiers. C'est peut-être quand elle arrive là, chez eux, l'instant crucial. Marguerite passe donc quelques années à traire les vaches et à refaire les lits, à soigner les animaux, à préparer des repas, à participer aux travaux des champs. Au bout de quelques années, ce qui devait arriver arrive. Marguerite, veux-tu m'épouser? Mais Raoul, si tu veux, moi aussi, je te trouve à mon goût. Ceux qui ne trouvent plus du tout Marguerite à leur goût, ce sont les Hautefort, les parents de Raoul. Épouser Marguerite? Ah, mais il n'en est pas question. C'est, nous voulons bien l'admettre, une fille honnête et pleine de qualité, bonne travailleuse, habile, dégourdie et toujours de bonne humeur. Sur le plan physique, il n'y a rien à dire. Elle nous ferait certainement de beaux petits-enfants. Mais elle n'a pas un sou, alors pas question. Marguerite rentre chez son père bien triste. Raoul l'accompagne, mélancolique aussi. Mais on est encore à l'époque où les bons fils obéissent à leurs parents. Il lui offre une petite bague en guise d'adieu. Marguerite annonce: « Puisque c'est ainsi, père, je vais faire fortune, je deviendrai très riche, et pour commencer, je pars pour Paris. » Quand elle débarque à la gare d'Austerlitz, elle est un peu étourdie par le mouvement de la grande ville, la foule des passants indifférents, la cohue des fiacres. Elle va tout d'abord prendre un bon petit déjeuner dans un café qui est en face de la gare. « Vous n'auriez pas besoin de quelqu'un? Je sais faire la cuisine, et je peux aussi travailler comme serveuse. »« Non, ma belle. Mais si vous traversez la Seine, poussez jusqu'à la place de la Bastille. Il y a une grande brasserie, le génie de la Bastille, qui recrute du personnel à tout bout de champ. » Et c'est ainsi que Marguerite passe du statut de fille de ferme à celui de serveuse. Un coup de poche au patron, car elle ne reçoit que les pourboires en guise de salaire. Mais, comme elle est accorte, souriante, plaisante, ceux-ci sont généreux. Un petit logement, elle pourrait être heureuse. Marguerite a plus d'ambition. « Qu'est-ce que tu fous dans cette turne, Margot? Avec le minois que tu te paies, tu pourrais collectionner les louis d'or. » Marguerite ne comprend pas très bien ce que sa collègue veut dire. Un jeune homme survient. « Mademoiselle, en ce 1er mai, permettez-moi de vous offrir ces quelques brins de muguet. Vous êtes la plus jolie serveuse du génie de la Bastille. »« Merci, monsieur. Mais je ne sais pas si je dois accepter des fleurs d'un inconnu. Je suis Évariste Fournier, mon père est négociant en viande aux Halles. »
Et voilà Marguerite dotée d'un amoureux. Évariste est un garçon parfait, et Marguerite ne saurait lui refuser ce qui lui fait tant envie. « Margot, tu ne peux pas rester éternellement serveuse au génie. Plus je te regarde, plus je me dis que tu as une allure superbe. Je vais te présenter à un de mes bons amis, Casimir Lemercier. Il a une maison de couture. Je crois qu'il t'engagerait comme mannequin. » À cette époque, qu'on nomme encore la belle époque, les mannequins ont encore des formes normales. La poitrine et les hanches ne sont pas d'état rédhibitoire. « Mademoiselle, Évariste a eu parfaitement raison de vous amener chez moi. Si cela vous convient, vous débuterez dès la semaine prochaine. » Marguerite vit un rêve. Après quelques jours de formation, elle présente des modèles aux clientes riches. Les jupes tombent jusqu'au sol, les tailles serrées dans des corsets inhumains mettent en valeur les charmes du faux cul, on ne dévoile rien, et les manches à gigot descendent chastement jusqu'aux poignets. C'est au champ de course de Chantilly que Marguerite, le dimanche suivant, fait une apparition très remarquée. Sa toilette, signée Lemercier, son teint de rose, attire tous les regards, et dès le lendemain, son apparition fait l'objet de flatteuses mentions dans la rubrique mondanité et élégance. Marguerite et Lemercier ont réussi leur entrée. Le soir même, Marguerite, Évariste et Casimir fêtent leur succès chez Maxims. Puis ces messieurs raccompagnent Marguerite jusqu'à son confortable hôtel du boulevard Saint-Germain. « Ma pauvre Margot, tu vas devoir te passer de moi. J'ai tiré un mauvais numéro et me voilà bon pour quelques années de service militaire. » Marguerite verse quelques larmes sincères. « Je t'attendrai, mon biquet. T'en fais pas pour moi, j'ai un bon travail. » Évariste lui offre un petit bracelet de corail. Mais dès le départ d'Évariste, Casimir dévoile ses batteries. « Ma petite Margot, Évariste est parti pour plusieurs années. Vous n'allez pas rester seul. Je vous propose de vous rapprocher de moi. » Marguerite n'y va pas de main morte. Elle gifle Casimir à la volée. Le soir même, elle se retrouve sans travail. Du coup, l'hôtel du boulevard Saint-Germain, avec ses velours capitonnés, ses miroirs biseautés et ses sièges dorés, lui semble très cher. La solution lui est suggérée par un autre mannequin de chez Lemercier. « Ma cocotte, si tu veux t'en sortir, rejoins-moi à 9h ce soir au café anglais sur les boulevards. Tu t'habilles gentiment, mais rien d'extravagant, hein? Ça te coûtera pas un sou. » Un peu angoissée, Marguerite est exacte au rendez-vous. Son amie arrive en même temps. Elle pénètre dans le café, franchit la première salle, une seconde, plus discrète, et arrive dans un salon rond. Les banquettes sont occupées par des femmes plus ou moins jeunes, mais toutes encore appétissantes. Chacune assise devant un petit guéridon semble attendre en dégustant une cerise à l'eau de vie. « Assieds-toi là, à côté de moi, dit l'ami. Et attends. » Marguerite attend. Au bout d'un moment, des hommes seuls pénètrent dans le salon rond, et après un regard circulaire, choisissent de s'asseoir devant telle ou telle belle esselée. Celui qui vient s'asseoir devant Marguerite n'est pas déplaisant. Quand il s'informe, « C'est combien ?» Marguerite lance un prix, 20 louis. Le monsieur passera la nuit dans la chambre de Marguerite, qui pleure un peu en pensant à son Évariste. Mais pour fréquenter le café anglais, il faut avoir des toilettes. Marguerite n'a pas encore les moyens de s'en offrir. Elle écrit à Évariste. Évariste écrit à Casimir, et celui-ci sans rancune reprend Marguerite à son service. Après tout, j'aurais du mal à retrouver une aussi belle fille que toi. Malgré son emploi de mannequin, Marguerite continue à fréquenter le café anglais et ses cerises à l'eau de vie. Le soir, quand elle arrive, elle embrasse les autres belles qui attendent. « Bonsoir Marie, bonsoir Rigolette, bonsoir la gitane, bonsoir Mélédie. » Et elles s'embrassent toutes comme des sœurs. Ce soir, Mélédie fait ses adieux. « Je pars à Lyon. Paraît que là-bas, ils adorent les rousses au type anglish. Je vais essayer de me faire épouser par un soyeux. » Et Mélédie disparaît. Pourtant, Marguerite aura, hélas pour elle, l'occasion de la revoir. Un soir, Marguerite, dans une tenue de soie, couleur absinthe, pâlit en regardant l'entrée du salon rond. Casimir vient d'entrer, et avec un sourire narquois, il se dirige vers la table de Marguerite. « Alors, Marguerite, ton salaire ne te suffit plus ?» Marguerite rougit à présent sans répondre. « Que dirais-tu d'abandonner cet endroit malfamé et de me réserver l'exclusivité de tes charmes ?» Et c'est ainsi que Casimir entre dans la vie de Marguerite. Évariste a encore tant de mois de service à accomplir que rien que d'y penser, ça en est décourageant. Casimir est bon prince, il offre un rang de perle à Margot. D'ailleurs, il n'est pas jaloux et ne voit aucun inconvénient à ce que Margot ait ses propres amis. C'est ainsi que le marquis de Villeforest tombe lui aussi sous le charme de la belle Marguerite.
Alors désormais plus question de présenter les modèles de Casimir. Marguerite, l'ancienne fille de ferme, devient la cliente de son ancien amant et patron. Elle passe l'hiver à Monte-Carlo ou au Caire, le printemps à Vichy ou à Baden-Baden. Le marquis lui offre l'hôtel particulier dont toutes les cocottes rêvent, un attelage qui fait sensation au bois de Boulogne. Marguerite, ma toute belle mauvaise nouvelle. Mon père, le duc, estime qu'il est temps de me marier. Celle qu'il me destine ne veut absolument pas accepter l'idée que je puisse continuer à te voir. Victime du devoir, je te baise une dernière fois les mains. Quand le marquis disparaît, Marguerite considère le bracelet de diamant qu'il vient de glisser à son poignet. Elle revient à Montauban, sans porter le bracelet, s'installe à l'auberge, mais tous les jours partage le repas de son père, le forgeron, histoire de réfléchir. « Je repars à Paris, père. Je n'ai rien à faire ici. »« Ben oui, Margot, oui. Il me semble que tu as bien changé. » Mais pour rejoindre Paris, Margot voyage par le train en première classe. L'intuition féminine, sans doute. Dans l'autre coin du compartiment, un homme, aux yeux de braise et à la barbe d'un noir de jet, contemple Marguerite avec intérêt. « Permettez-moi, mademoiselle, de me présenter. Manuel Coelho da Costa. Je suis brésilien et propriétaire terrien. » En plus, il est célibataire, bel homme et charmant. Et dès l'arrivée à Paris, Marguerite devient Madame Coelho da Costa de la main gauche. Va-t-elle trouver le bonheur? Marguerite, je dois rentrer au Brésil pour m'occuper de mes affaires. Voulez-vous me suivre et devenir ma femme? Marguerite veut bien. La traversée en transatlantique l'enchante. L'arrivée à Rio de Janeiro, les couleurs, la foule, la musique, tout l'enchante. Malheureusement pour elle, Manuel vit dans une immense exploitation, grande comme 3 départements français. Au bout de quelques mois, la belle Margot ne supporte plus ce genre de vie. Elle s'ennuie. Et Manuel, avec un soupir, comprend que cette fleur de Paris s'étiole loin de la Seine. Il la laisse partir avec un collier d'émeraude. À Paris, Margot retrouve son hôtel particulier. Elle sait comment l'entretenir et même y donner des fêtes plus que galantes. Désormais, elle n'est plus Marguerite ni Margot, mais la belle Loulou, abréviation de son nom, Loudéac. Et la belle Loulou accepte de louer ses charmes à un cousin du tsar de toutes les Russies. Elle a de la chance, Vladimir est riche autant que beau, mais il est marié à Saint-Pétersbourg. Quand il repart, il voue à la belle Loulou une affection qui ne se démentira jamais. Il lui offre pour l'instant une montre en or et d'émail, signée de Fabergé, l'orfèvre favori du tsar, une pure merveille. La belle Loulou aspire à un peu de calme. Elle part en cure à Spa, s'y plaît, et y loue à l'année une villa, l'Étoile du Nord. Elle y donne désormais des soirées mondaines et des concerts de musique de chambre. Plus d'orgie, une vie bourgeoise. Pas de doute, avec les années, la belle Loulou a atteint son but, l'argent en quantité suffisante et la respectabilité. À Paris, elle abandonne l'hôtel témoin de tant de frasques pour un appartement bourgeois tout près du parc Monceau. Un jour, la bonne, la petite Mélanie annonce « Madame, une certaine madame Versillon demande à vous voir. D'après sa tenue, elle n'a pas l'air de rouler sur l'or. » Ce nom ne me dit rien, mais faites-la entrer. Elle a peut-être besoin d'un secours. La belle Loulou a trop bon cœur. Mais elle hésite un peu en voyant la visiteuse. « Marguerite, tu ne me reconnais pas? Oh, c'est vrai que j'ai changé avec toutes ces années. C'est moi, Milady du café anglais. » La belle Loulou serre Milady entre ses bras. « Quel bonheur de te retrouver! Raconte-moi ta vie !» La vie de Milady, depuis son départ pour Lyon, pour épouser un soyeux, n'a pas été brillante, et encore, ne raconte-t-elle pas tout. De fil en aiguille, Margot compatit au malheur de son ancienne collègue. « Écoute, j'ai une idée. Nous sommes toujours bien entendus. Si tu veux, je t'offre une place de dame de compagnie. Ainsi, tu partageras un peu ma réussite, et tu seras à l'abri. » Milady tombe à genoux et embrasse les mains de la belle Loulou, qui la relève avec beaucoup d'élégance. Mais je suis certaine que tu en aurais fait autant si la situation avait été l'inverse. Milady ne répond pas. Elle fixe le collier de saphir de la belle Loulou. Alors désormais, Loulou, Milady, Versillon et Mélanie voyagent, séjournent à Spa, jusqu'au jour où un monsieur, en passant devant la villa Étoile du Nord, entend des gémissements qui viennent d'une fenêtre. Avec d'autres passants, il sonne à la villa. Personne ne vient ouvrir, alors ils attrapent une échelle, brisent une fenêtre à l'étage, car celles du rez-de-chaussée sont munies de barreaux. Et à l'étage, ils découvrent une femme ligotée et bâillonnée à moitié étouffée. C'est Madame Versillon. Elle a eu de la chance, car on découvre la belle Loulou étouffée dans son lit,
Et au rez-de-chaussée, la petite Mélanie n'a pas été épargnée par les cambrioleurs qui ont tout fouillé. Il ne reste rien des bijoux de la belle Loulou. Disparus les bracelets d'or et de diamants, le collier d'émeraude, de saphir, les bagues, les broches, sa belle montre de Fabergé, l'orfèvre russe de la cour impériale. La police belge et celle de Paris se mettent sur la piste. Ils remontent jusqu'à un certain Firmin Cardoz, ce dernier un Lyonnais qu'on a vu à Spa dans les jours précédents. C'est à Lyon qu'on le retrouve, dans un meublé d'allure louche. Quand la police pénètre en force chez lui, il se tire une balle dans la tête. Près de lui, sa confession écrite. C'est à l'instigation de Milady Versillon et d'un dénommé Bricard qu'il a pénétré chez la belle Loulou et a mis un terme à une existence qui aurait dû s'achever dans le calme et les bonnes œuvres. Milady fut condamnée à 15 ans de prison, Bricard à 10 ans. Vivre avec un être, l'aimer, et soudain, en une seconde, découvrir quelqu'un d'autre. Un tueur. Sur une plage déserte de l'Atlantique, aux environs d'Agadir, un chien jaune galope le long des vagues. Il est maigre, le poil pelé, le museau pointu. Il a commencé par tourner autour des caravanes des campeurs. Un couple de touristes allemands lui a jeté des restes. Encouragé par l'aubaine, il est venu renifler la tente voisine. Mais il a été accueilli à coups de pied par le propriétaire. Il vient de filer sans demander son reste. Genaïel, le donneur de coups de pied, est venu ici passer des vacances avec sa compagne Sigrid. Il est tunisien, elle est autrichienne. Il est brun, musclé, elle est pâle et blonde. Ils s'aiment depuis 1 an, sans nuage, depuis leur rencontre à Munich. Sigrid surgit au soleil. « Pourquoi tu fais ça? Ce n'est qu'un chien. Il ne voulait de mal à personne. » Le chien est comme la femme. Il n'a pas d'âme. Si tu lui donnes à manger, c'est lui qui te mangera. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une plaisanterie. Pas du tout. Ça ne m'étonne pas qu'une femme s'attendrisse sur un chien galeux. Et il retourne dormir sous sa tente. C'est la première fois qu'ils se disputent depuis 1 an qu'ils vivent ensemble. Genaïel travaillait comme chauffeur d'ambassade en Autriche lorsque Sigrid est tombée amoureuse de lui. Jamais elle n'a vu cette lueur méchante dans son regard, jamais. Leurs voisins, des Allemands, 2 couples paisibles, sont occupés à faire griller du poisson. Sigrid les rejoint pensivement, en regardant le chien jaune qui court toujours le long de la plage, mais à distance respectable. Elle vient d'avoir peur. Elle a besoin de se réfugier auprès de gens tranquilles. Elle les envie tout à coup d'être heureux. Pourtant, elle l'était il y a 2 minutes. Genaïel est un peu fatigué ce soir. Il a dû trop nager. Je peux rester? Comme le chien jaune, elle se retrouve à demander l'aumône d'une présence. L'animal se rapproche en cercle prudent, l'échine basse, l'oreille méfiante, puis finit par s'asseoir sur le qui-vive, comme Sigrid. Elle s'en veut de penser cela, mais elle n'a pas envie de retourner auprès de son compagnon. Peur de recevoir un coup de pied, elle aussi. Et puis leur tente n'est pas aussi accueillante que le confort des caravanes. Genaïel n'a jamais d'argent. Sigrid a consacré ses économies de vendeuse à l'achat de 2 billets d'avion. Pour le reste, il dispose de 2 matelas de caoutchouc, d'un camping-gaz et de 2 sacs à dos. Les autres sont équipés. Josépha, une jeune institutrice, propose gentiment à Sigrid de dîner avec eux. Son mari, Karl, insiste. Leur copain Peter, un garagiste, et sa femme Margaret plaisantent. Allez les chercher. Il y a du boisson pour tout le monde. Sigrid vient de refuser, alors que Genaïel sort brusquement de la tente, sa carabine de chasse à la main. Le garagiste dit « Il va chasser à cette heure-ci, mais il fait nuit. » Mais Sigrid a compris. Elle se précipite vers le chien, le chasse en criant « Va-t'en, il va te tuer, file !» Le chien jaune détale, la queue basse. Sa silhouette se confond presque avec le sable au moment où le coup de feu éclate. Les témoins entendent un jappement de douleur et l'animal disparaît derrière une dune. Le silence revient brusquement. Les 4 occupants de la caravane, sidérés, regardent approcher Genaïel, l'air décontracté. « Vous avez eu peur, hein? Ce chien a sûrement la rage. Il ne faut pas le laisser s'approcher. Tu viens, Sigrid ?» Le ton est sans réplique. Et il entraîne sa compagne fermement, un drôle de sourire au coin des lèvres. Elle bredouille des excuses et le suit, la tête basse, craintive.
Enfin, que se passe-t-il? Où est le garçon qu'elle a connu, drôle, insouciant, tendre? Sigrid a une boule dans la gorge. À l'abri précaire de leur tante, elle veut dominer la situation. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu tues les chiens maintenant? Je tue les chiens enragés. Tu ne vas pas en faire une histoire. Mangeons. Mais c'est toi qui le dis qu'il est enragé. Et tu l'as sûrement raté en plus. Il doit se traîner quelque part, blessé. Et alors? Il crèvera loin d'ici? Tu manges ou non? J'ai pas faim du tout. Tu m'as coupé l'appétit. Je vais le chercher. Mais tu es ridicule. Sigrid marche dans le sable encore chaud de la journée et grimpe à travers les dunes. Elle cherche dans l'ombre la trace de l'animal. Un léger sillage de pattes, puis enfin un petit tas de poils jaunes enfouis dans un creux d'herbe qui gronde peureusement à son approche. À la patte arrière droite, Sigrid distingue un caillot de sang qu'il lèche avec application. La balle lui a traversé la cuisse. Il n'est pas enragé, seulement couvert de puces et de tiques. Il se laisse même approcher à force de patience et caresser par la main tendue. Puis Sigrid parvient à le prendre dans son t-shirt et à le transporter. Mais où? Pas question de le ramener sous la tente. Le mieux serait de demander de l'aide aux occupants de la caravane. Genaïel sera furieux, mais tant pis. Elle approche. Elle entend déjà le bruit lointain des conversations mêlées à celui de la mère, lorsqu'une main lui saisit brutalement l'épaule. Ne bouge pas, ne dis rien. Genaïel tient sa carabine, ses yeux brillent dans la nuit comme ceux d'un loup. Et Sigrid se dit, il va me tuer. Écoute-moi bien, Sigrid. Ça te plairait d'habiter une caravane comme celle-là? Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi parles-tu? Enfin, on n'a pas les moyens. J'ai un moyen. Je tue ce Peter. L'autre est d'accord. Et on s'installe à sa place. Enfin, tu es fou, arrête cette plaisanterie. Je ne plaisante pas. J'en ai parlé avec le petit instituteur. Non, mais alors tu me prends pour un imbécile? Ils sont amis depuis longtemps. Enfin, j'espère que tu n'as pas raconté des bêtises. Genaïel, qu'est-ce qui te prend? À quoi joues-tu? On ne dit pas des choses pareilles. Et sa femme qui est enceinte. Je suppose qu'elle est d'accord, elle aussi, hein? Si elle n'est pas d'accord, j'aviserai. Allez, avance. Avance, je te dis. 1 an de vie paisible, 1 an durant lequel elle a vu Genaïel rire et plaisanter, bricoler son appartement, repeindre les murs, lui offrir des fleurs, et voilà que brutalement, cette nuit, en 1 seconde, tout bascule. C'est tellement incroyable que Sigrid avance comme une automate, le chien dans les bras, subjugué, ne sachant quoi faire d'autre. Elle marche devant, le chien dans les bras. Elle arrive dans le halo de lumière de la caravane où les 4 amis achèvent leur repas. Elle les entend rire. L'une des femmes dit « Tiens, vous revoilà ?» Réconcilié? Alors qu'est-ce qu'il a, ce pauvre chien? Un brouillard passe devant les yeux de Sigrid. Elle voudrait crier quelque chose. Elle ne peut pas. Elle lâche le chien qui tombe en gémissant à ses pieds. Son bras désigne Peter. Elle bafouille péniblement. Allez-vous-en, il va tuer, il va... Peter et ses amis ne comprennent pas, bien entendu. Et à la même seconde, Sigrid se sent bousculée. Genaïel passe devant elle et il tire. À l'instant même où elle parvient à crier « Il est fou !» Comme au ralenti, elle voit Peter s'écrouler. Karl se précipiter sur le tueur en même temps que Margaret. Elle voit Josepha à 4 pattes ramper vers son mari. Ensuite, tout est flou, embrouillé. Elle a dû s'évanouir. Lorsqu'elle retrouve sa lucidité, Peter est mort, Karl a assommé Genaïel et l'a ligoté solidement. Josepha pleure en berçant le corps de son mari. Et Margaret est partie au volant du camping-car chercher la police. 1 an plus tard, à Munich, Genaïel a été extradé et passe en jugement. Il n'est pas chauffeur d'ambassade. Ce n'est qu'un petit voleur minable, recherché pour des braquages sans envergure. Il vivait avec de faux papiers, et depuis sa rencontre avec Sigrid, se tenait tranquille. Il se consacrait uniquement à son travail de gigolo. De temps en temps, il jouait aux cartes avec des copains, trafiquait un peu, histoire de ramener un peu d'argent chez Sigrid et justifier son mensonge. Sigrid ne s'est jamais doutée de quelque chose. Elle avait connu et aimé un être normal, jusqu'à cette seconde où il avait tiré sur le chien jaune, là-bas, sur cette plage d'Agadir. Elle n'avait rien senti de bizarre.
Il était gai, tendre, parfaitement à l'aise. Jamais de propos insultants, jamais de comportement agressif. Au contraire, il disait toujours « Je suis tunisien. Chez nous, on a le sens de l'hospitalité. On prend le temps de vivre. » Et il lui racontait la mer et les senteurs de jasmin, les maisons blanches et le ciel si bleu. « Un jour, disait-il, un beau jour, je t'emmènerai là-bas et nous serons heureux. » Sigrid ne comprend toujours pas, durant le procès, ce qui a provoqué ce changement, cette rupture folle, incompréhensible dans leur rapport. Rupture qui se poursuit lors du procès. Car malgré les évidences, Genaïel a adopté un système de défense totalement stupide. Il prétend qu'il n'a pas tué. Il maintient que Peter, le jeune instituteur, était d'accord avec lui. Qu'ils avaient parlé ensemble de ce crime. Il tient des conférences entre les audiences, se conduit comme une vedette avec les journalistes, au point que son avocat renonce à le défendre et quitte le tribunal en pleine audience. Je me démets de mes fonctions. J'ai une opinion divergente et insurmontable avec mon client. Je suis convaincu de sa culpabilité, il ne veut pas le reconnaître, je dois donc me dessaisir de cette affaire. Et les jours suivants, Genaïel continue de délirer, il accuse maintenant Sigrid de complicité, ainsi que les autres témoins. Il s'agissait pour eux de tuer Peter et de lui faire porter le chapeau. Bien qu'il ait acheté lui-même cette carabine, soi-disant pour chasser. Bien que ses empreintes, et seulement les siennes, aient été retrouvées sur cette arme. Bien que 4 témoins, survivants de la folie meurtrière, le désignent, il hurle qu'il est innocent. Qui a tué? Ah, c'est au juge de se débrouiller. Lui, il n'en sait rien. Qu'a-t-il vu? Rien. Il a juste entendu un coup de fusil et les autres lui sont tombés dessus. Sigrid témoigne, incapable d'expliquer le comportement de son amant. Je l'aimais, jusqu'à cette seconde où il a tiré sur le chien. Même avant, lorsqu'il a chassé à coups de pied, j'ai voulu croire à une mauvaise plaisanterie. Non, je ne comprends pas. C'est effrayant de cesser brusquement comme ça d'aimer quelqu'un. Je me suis senti vidé, incapable de réagir, comme si je n'étais pas concerné. J'aurais pu l'empêcher de tirer, peut-être lui arracher son arme, hurler pour prévenir les autres. Je n'y suis pas arrivé. J'étais muette, pétrifiée. Toute la scène se passait dans un autre monde, un cauchemar. Je serrais ce chien contre moi, je me disais, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû ramasser ce chien, c'est de ma faute. Je suis tombé malade après cette histoire, une dépression grave. J'ai eu l'impression d'être devenu folle moi-même. Josepha a perdu son bébé. Margaret est veuve, Peter est mort et Karl regrette de ne pas avoir tordu le cou de ce dingue. Il le dit au juge. C'est ma femme qui m'en a empêché. J'allais le massacrer. J'en suis encore malade. Genaïel a été condamné à perpétuité. Sigrid est retournée à l'hôpital. Cette sombre nuit d'été sur une plage de l'Atlantique, il n'y eut en fait qu'un seul rescapé de l'histoire. Un chien jaune, qui s'est enfui en boitant, la queue basse, soigner ses plaies loin des humains. Ah, s'approcher des hommes est une chose dangereuse. Les chiens jaunes égales le savent, eux, qui vivent de leurs déchets, de leurs coups de pied, depuis des temps immémoriaux.